Ouvrier sans travail, le jeune Étienne Lantier est parti dans le nord, dans la région des mines de charbon, où, paraît-il, on embauche. Arrivé au village de Montsou, après 8 jours de marche et de vagabondage, il est engagé comme herscheur à l'extraction de la matière brute, au fond des puits de la fosse du Voreux. Son premier jour, il le passe à 500 mètres de profondeur avec l'équipe de Maheu, un mineur d'expérience, qui descend tous les jours avec ceux de ses enfants qui sont en âge de travailler, laissant sa femme et les plus petits au coron. Il était 10 heures et le chantier s'arrêta pour le déjeuner. Maheu avait une montre qu'il ne regardait même pas. Au fond de cette nuit sans astre, jamais il ne se trompait de 5 minutes. Tous remirent leurs chemises et leurs vestes. Puis, descendus de la taille, ils s'accroupirent, les coudes aux flancs, les fesses sur leurs talons, dans cette posture si habituelle aux mineurs qu'ils la gardent même hors de la mine, sans éprouver le besoin d'un pavé ou d'une poutre pour s'asseoir. Et chacun ayant sorti son briquet, mordait gravement à l'épaisse tranche, en lâchant de rares paroles sur le travail de la matinée. Catherine, demeurée debout, finit par rejoindre Étienne, qui s'était allongé plus loin, en travers des rails, le dos contre les bois. Il y avait là une place à peu près sèche. Tu manges pas ? Veux-tu partager avec moi ? Non, merci. J'ai pas faim. Oh, si t'es dégoûté. Mais tiens, je n'ai mordu que de ce côté-ci. Je vais te donner celui-là. Merci. Alors, tu es machineur et on t'a renvoyé de ton chemin de fer. Pourquoi ? Parce que j'avais giflé mon chef. Je te dis que j'avais bu, et quand je bois, ça me rend fou. Je mangerai les autres. Ouais. Je ne peux pas avaler 2 petits verres sans avoir le besoin de manger un homme. Ensuite, je suis malade pendant 2 jours. Il ne faut pas boire. N'aie pas peur, je me connais. Veux-tu boire ? C'est du café. Ça te fera pas de mal. On étouffe quand on avale comme ça. Non. C'est bien assez d'avoir pris la moitié de ton pain. Eh ben, je bois avant toi puisque tu es si poli. Seulement, tu ne peux plus refuser à présent. Ce serait vilain. Et elle lui tendit sa gourde. Maintenant qu'elle était noire, la face poudrée de charbon fin, elle lui semblait d'un charme singulier. Elle ne paraissait plus si jeune, elle pouvait bien avoir 14 ans tout de même. Lui, brusquement, s'était demandé s'il ne devait pas la saisir dans ses bras pour la baiser sur les lèvres. Elle avait de grosses lèvres d'un rose pâle, avivées par le charbon, qui le tourmentait d'une envie croissante. Tu dois avoir 14 ans alors. 14 ? Mais j'en ai 15 ! C'est vrai, je ne suis pas grosse. Les filles chez nous ne poussent guère vite. Et t'as un amoureux ? Je ne veux pas contrarier ma mère, mais cela arrivera forcément un jour. C'est qu'on en trouve des amoureux quand on vit tous ensemble, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et puis ça ne fait du mal à personne. On dit rien au curé. Oh, le curé, je m'en fiche. Mais il y a l'homme noir. Comment l'homme noir ? Le vieux mineur qui revient dans la fosse et qui tord le cou aux vilaines filles. Tu crois à ces bêtises ? Tu ne sais donc rien ? Si fait, hein. Moi, je sais lire et écrire. Ça rend service chez nous, car du temps de papa et de maman, on n'apprenait pas. Hein. Elle était décidément très gentille. Quand elle aurait fini sa tartine, il la prendrait et la baiserait sur ses grosses lèvres roses. C'était une résolution de timide. Il but à la gourde, la lui rendit pour qu'elle la vidât. Maintenant, le moment d'agir était venu. Il jetait un coup d'œil inquiet vers les mineurs, au fond, lorsqu'une ombre boucha la galerie. Depuis un instant, Chaval, debout, les regardait de loin. Il s'avança, s'assura que Maheu ne pouvait le voir, et il empoigna Catherine par les épaules, lui renversa la tête, lui écrasa la bouche sous un baiser brutal, tranquillement, en affectant de ne pas se préoccuper d'Étienne. Il y avait dans ce baiser une prise de possession, une sorte de décision jalouse. Et laisse-moi, entends-tu ? Il la lâcha enfin et s'en alla, sans dire un mot. Un frisson avait glacé Étienne.
C'était stupide d'avoir attendu. Certes non, à présent, il ne l'embrasserait pas, car elle croirait peut-être qu'il voulait faire comme l'autre. Dans sa vanité blessée, il éprouvait un véritable désespoir. Pourquoi tu mentis? C'est ton amoureux. Mais non, je te jure. Il n'y a pas ça entre nous. Des fois, il veut rire. Même qu'il n'est pas d'ici. Voilà 6 mois qu'il est arrivé du Pas-de-Calais. Tous deux s'étaient levés, on allait se remettre au travail. Quand elle le vit si froid, elle parut chagrine. Sans doute elle le trouvait plus joli que l'autre. Elle l'aurait préféré peut-être. Dans les repos. Encore une chance d'être tombé sur des terres qui déboulent. Ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. Des filous. Ils cherchent qu'à nous foutre dedans. Ouais. La nature des terrains change tous les 20 mètres. Faut être juste, on peut rien prévoir. N'empêche, ce sont des filous. Allez, voilà, c'est... Ouais, t'as raison. C'est malsain. On sait pas qui peut nous entendre. N'empêche que si ce cochon de dansard me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Oh, tu vas te taire. Attends d'être tout seul si tu veux qu'il t'arrive du mal. Tiens, quand je le disais, il y a toujours là qui sortent de la terre. Attention. Nous y sommes, n'est-ce pas, dans ça? Oui, monsieur Desgrelles. Voici l'homme qu'on a embauché ce matin. Bonjour. C'est bon. Je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur la route. Alors surtout ne recommencez pas. Dites donc, Maheu, est-ce que vous vous fichez du monde? Vous allez tous y rester, nom d'un chien? Non, c'est solide. Comment solide? Mais la roche tasse déjà et vous plantez des bois à plus de 2 mètres d'un air de regret? Vous êtes bien tous les mêmes. Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu. Quand vous aurez la tête broyée, est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences? Pas du tout. Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions à vous ou à vos femmes. Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir 2 berlines de plus le soir, vous donneriez vos pots. Si on nous payait assez, on boiserait mieux. Quand vous paie davantage, hein. Eh bien, vous forcerez la direction à faire une chose, oui. On vous paiera le boisage à part, et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Nous verrons si vous y gagnerez. En attendant, reboisez-moi ça tout de suite. Il vous reste 1 heure. Mettez-vous tous à la besogne. Et je vous avertis que le chantier a 3 francs d'amende. Nom de Dieu! Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Moi j'aime qu'on soit calme parce que c'est la seule façon de s'entendre. Mais à la fin, il vous rendrait enragé. Avez-vous entendu? La berline baissée et le boisage à part. Encore une façon de nous payer moins. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Catherine, Étienne, passez-moi des bois. Tous boisèrent rageusement. Pendant près d'une demi-heure, on entendit que le craquement des bois, calé à coups de masse. Il n'ouvrait plus la bouche, il soufflait, s'exaspérait contre la roche. Bon, voilà assez. 1h30. Ah oui, une journée propre. Nous n'aurons pas 50 sous. Moi je m'en vais. Ça me dégoûte. Bien qu'il y eût encore une demi-heure de travail, il se rhabilla. Les autres l'imitèrent. La vue seule de la taille les jetait hors d'eux. Et les 6, leurs outils sous le bras, partirent, ayant à refaire les 2 kilomètres, retournant au puits par la route du matin. Ils arrivèrent trop tôt dans la salle de l'accrochage. Appelle les cages, on remonte nous. Débarrasse les cages. 10 minutes encore avant l'heure de la remonte. Peu à peu, les chantiers se vidaient. Des mineurs revenaient de toutes les galeries. Et le mécontentement grandissait. Chaval et Levaque racontaient la menace de l'ingénieur, la berline baissée de prix, le boisage payé à part. Et des exclamations accueillaient ce projet. Une rébellion germait à près de 600 mètres sous la terre.
Bientôt les voix ne se continrent plus. Ces hommes souillés de charbon, glacés par l'attente, accusèrent la compagnie de tuer au fond une moitié de ses ouvriers et de faire crever l'autre moitié de faim. Le porion Richomme hâtait la manœuvre pour la remonte, ne voulant point sévir, faisant semblant de ne pas entendre. Eh ben, c'est pas trop tôt. Écoutez, Étienne, si vous n'avez pas le sou, vous aurez le temps de crever avant la quinzaine. Voulez-vous que je tâche de vous trouver du crédit quelque part? Bon, vous savez, je ne vous promets rien. Nous en serons quittes pour un refus. Je ne dis pas non. Bon, allez, suivez-moi. Un cabaret se trouvait entre le village et la fosse, au croisement des deux routes. C'était une maison de briques à 2 étages, blanchie du haut en bas à la chaux, égayée autour des fenêtres d'une large bordure bleu ciel. Sur une enseigne carrée, clouée au-dessus de la porte, on lisait en lettres jaunes « À l'avantage », débit tenu par Rasseneur. Derrière s'allongeait un jeu de quilles, clos d'une haie vive. Et la compagnie, qui avait tout fait pour acheter ce lopin, enclavé dans ces vastes terres, était désolée de ce cabaret poussé en plein champ, ouvert à la sortie même du Voreux. Entrez. Et une chope. Rasseneur est là? J'arrive. Rasseneur était un ancien haveur que la compagnie avait congédié à la suite d'une grève. Très bon ouvrier, il parlait bien, se mettait à la tête de toutes les réclamations, avait fini par être le chef des mécontents. Et quand il fut jeté sur le pavé, il trouva de l'argent et planta son auberge en face du Voreux, comme une provocation à la compagnie. Maintenant sa maison prospérait, il devenait un centre, il s'enrichissait des colères qu'il avait peu à peu soufflées au cœur de ses anciens camarades. C'est ce garçon que j'ai embauché ce matin. T'aurais pas une de tes 2 chambres libres? Et tu pourrais pas lui faire crédit d'une quinzaine? Les 2 chambres sont prises, pas possible. Alors, y a rien. Là, y a qu'on s'est chamaillé encore. Pour le boisage. Il menace de le payer à part et de baisser le prix de la berline. Ah bah s'ils s'avisent de baisser les prix, ils sont fichus. Ah, tiens, voilà ma femme, elle peut vous en parler. Bonjour. Il parla du directeur, M. Hennebeau, de son neveu le petit Négrel, répétant que ça ne pouvait pas continuer ainsi, que ça devait casser un de ces 4 matins. La misère était trop grande. Il cita les usines qui fermaient et les ouvriers qui s'en allaient. On lui avait dit la veille que M. Denelin, le propriétaire d'une fosse voisine, ne savait comment tenir le coup. Du reste, il venait de recevoir une lettre de Lille, pleine de détails inquiétants. Tu sais, ça vient de cette personne que t'as vue ici un soir. La lettre de Pluchart? Ah, s'il était le maître, celui-là, ça tarderait pas à mieux aller. Hein. Étienne écoutait depuis un instant, comprenait, se passionnait à ses idées de misère et de revanche. Ce nom jeté brusquement le fit tressaillir. Je le connais, Pluchart. Ouais, je suis machineur. Il a été mon contremaître à Lille. Un homme capable. J'ai causé souvent avec lui. C'est Maheu qui m'amène monsieur, un herscheur à lui, pour savoir s'il n'y a pas une chambre en haut, et si nous ne pourrions pas lui faire crédit d'une quinzaine. Alors l'affaire fut conclue en 4 paroles. Il y avait une chambre, le locataire était parti le matin. Et Rasseneur se livra davantage, tout en répétant qu'il demandait seulement le possible au patron, sans exiger, comme tant d'autres, des choses trop dures à obtenir. Bon. Tout ça n'empêchera pas qu'on descende. Et tant qu'on descendra, il y aura du monde qui en crèvera. Allez, bonsoir. 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 En arrivant chez lui, dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet l'avait tracassé. Comment la femme aurait-elle fait? Et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides? Puis, voilà qu'il y avait tout. Elle lui conterait ça plus tard. Il riait d'aise. J'ai pas de bière. J'ai voulu
lui garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. Il la regardait, épanoui. Comment? Elle avait aussi de l'argent. Non, j'ai vu une chope chez Rasner, ça va bien. À côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformée en baquet. Après l'avoir rempli d'eau tiède, Catherine se déshabilla tranquillement, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se frotta vigoureusement avec du savon noir. Puis elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Zacharie et Jeanlin firent de même. Oh non, les vêtements par terre. En font-ils un gâchis? Allez-y, réponds un peu, hein. Ne me sers pas mon café. Je vais me laver d'abord. Où vas-tu? Là? Où là? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir, hein? Tu m'entends? Si tu ne rapportes pas une salade, t'auras affaire à moi. Jeanlin partit, les mains dans les poches. À son tour, Zacharie descendait. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit. Et tu rentreras tard! Maheu, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzire emmena Lénore et Henri jouer dehors. Que fais-tu donc là-haut? Je recommande ma robe que j'ai déchirée hier. C'est bien. Ne descends pas, ton père se lave. Alors Maheu et la Maheude restèrent seuls. Celle-ci s'était décidée à poser Estelle, qui par miracle ne hurlait pas. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé sa tête. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit de savon noir la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des 2 poings. Debout, sa femme le regardait. Dis donc, j'ai vu ton œil quand tu arrivais. Tu te tourmentais, hein? Ça t'a déridé, ces provisions. Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine n'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables. Ils ont habillé les petits, et j'avais honte de les supplier, car ça me reste en travers quand je demande. Faut dire que Maigrat m'avait refusé. Oh, raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois, si j'étais à la noce. Ça tient chaud des vêtements de laine, mais ça vous met rien dans le ventre, pas vrai? Il leva la tête, toujours muet. Rien à la Piolaine, rien chez Maigrat. Alors quoi? Mais comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qui lui étaient mal commodes d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. Donc, je suis retournée chez Maigrat. Je lui en ai dit, je lui en ai dit. Et qu'il fallait pas avoir de cœur, et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, il aurait bien voulu filer. Enfin, il m'appelait vieux crampon. Nous aurons dit pas jusqu'à samedi. Et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté 100 sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, les chicorées. J'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'il grognait. 7 sous de fromage de cochon, 18 sous de pommes de terre. Il me reste 3,75 francs pour un ragoût et un pot-au-feu. Hein? Je crois que j'ai pas perdu ma matinée. Oh. Mais arrête, laisse tomber, tu es trempé, tu mouilles. Il l'empoigna de nouveau et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises, où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. Il la poussait vers la table, goguenardant, brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. Oh, mais tu bête, mon Dieu, tu bête. Et puis Estelle qui nous regarde. Attends que je tourne la tête. Ah oui, je mets à 3 mois, est-ce que ça comprend? Oh. Allez. Le lendemain, les jours suivants, Étienne reprit son travail à la fosse. Au bout de 3 semaines, on le citait parmi les bons herscheurs.
Pas un ne roulait sa berline d'un train plus vif, ni ne l'emballait avec autant de correction. Maheu surtout se prenait d'amitié pour lui. Il était surpris du courage de ce petit-là, de la façon gaillarde dont il avait mordu au charbon pour ne pas crever de faim. C'était le premier ouvrier de rencontre qui s'acclimatait si promptement. Aussi, lorsque l'abattage pressait, chargeait-il le jeune homme du boisage, certain de la propreté et de la solidité du travail. Les chefs le tracassaient toujours sur cette maudite question des bois, et il avait remarqué que le boisage de son herscheur satisfaisait ces messieurs davantage, malgré leurs airs de n'être jamais contents et de répéter que la compagnie, un jour ou l'autre, prendrait une mesure radicale. Au bout de 2 mois, Maheu offrit à Étienne d'entrer comme haveur dans son marchandage, à la place de Levaque passé à un autre chantier. Étienne n'eut qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheu le tenait. Et parmi les hommes du marchandage, Étienne ne sentait plus une hostilité sourde que chez le grand Chaval. Catherine, entre eux, avait repris son train de fille lasse et résignée, poussant sa berline, gentille toujours pour son compagnon de roulage, soumise d'autre part aux volontés de son amant dont elle subissait ouvertement les caresses. C'était une situation acceptée, un ménage reconnu sur lequel la famille elle-même fermait les yeux. Étienne, qui croyait en avoir pris son parti, la taquinait souvent, lâchant pour rire des mots crus. Et elle répondait sur le même ton, disait par crânerie ce que son galant lui avait fait, troublé cependant lorsque les yeux du jeune homme rencontraient les siens. Tous les deux détournaient la tête, restaient parfois 1 heure sans se parler, avec l'air de se haïr pour des choses enterrées en eux, et sur lesquelles l'un et l'autre ne s'expliquaient point. Maintenant, lorsqu'Étienne se promenait le soir, ce n'était plus seulement derrière le terri qu'il effarouchait des amoureux. Il suivait leur sillage dans les blés, il devinait leur nid d'oiseaux paillards au remous des épis et des grands coquelicots rouges. Le jeune homme ne trouvait ça coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. Alors, la plaine lui paraissait trop petite et il préférait passer la soirée chez Rasseneur. Rasseneur, donnez-moi une chope. Souvarine, t'en prends pas une? Merci, rien du tout. T'as donc jamais soif? J'ai soif quand je mange. Souvarine était un machineur du Voreux qui occupait la chambre voisine de celle d'Étienne. Il était russe. Les premières semaines, Étienne l'avait trouvé d'une réserve farouche. Aussi, ne connut-il son histoire que plus tard. Souvarine était le dernier-né d'une famille noble. À Saint-Pétersbourg, où il faisait sa médecine, la passion socialiste qui emportait alors toute la jeunesse russe l'avait décidé à apprendre un métier manuel, celui de mécanicien, pour se mêler au peuple, pour le connaître et l'aider en frère. Et c'était de ce métier qu'il vivait maintenant, après s'être enfui à la suite d'un attentat manqué contre la vie de l'empereur. Vous savez, j'ai reçu une lettre de Pluchart. Hein? Et où en est-il, Pluchart? Il en est que l'association en question marche très bien. On adhère de tous les côtés, paraît-il. Et qu'est-ce que t'en dis, toi, Souvarine, de leur société? Encore des bêtises. Étienne avait eu l'idée d'apprendre à Pluchart son embauchement à Montsou, et celui-ci, maintenant, l'endoctrinait, frappé de la propagande qu'il pouvait faire au milieu des mineurs. Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital, dans les illusions premières de son ignorance. L'Association internationale des travailleurs. C'est international qui vient de se créer à Londres. Quelle organisation simple et grande. En bas, la section qui représente la commune, puis la fédération qui groupe les sections d'une même province, puis la nation, et au-dessus enfin, l'humanité, incarnée dans un conseil général. Avant 6 mois, on aura conquis la terre. On dictera des lois au patron. Des bêtises. Votre Karl Marx en a encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Fichez-moi dans la paix avec votre révolution. Allumez le feu aux 4 coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Alors, et quoi, tu vas tenter de créer une section à Montsou? Pluchart aimerait bien. En tant que secrétaire de la Fédération du Nord, il assure que l'association rendrait service aux mineurs s'ils se mettaient en grève un jour. L'embêtant, c'est les cotisations. 50 centimes par an pour le fonds général, 2 francs pour la section. Ça a l'air de rien et je parie que beaucoup refuseront de les donner.
D'autant plus qu'on devrait d'abord créer ici une caisse de prévoyance dont nous ferions à l'occasion une caisse de résistance. Bon, n'importe, il est temps de songer à ces choses. Moi je suis prêt si les autres sont prêts. Tout est si cher. Si je vous disais que j'ai payé les œufs 22 sous, faudra que ça pète, hein. Les 3 hommes, cette fois, furent du même avis. L'ouvrier ne pouvait pas tenir le coup. La Révolution n'avait fait qu'aggraver ses misères. C'étaient les bourgeois qui s'engraissaient depuis 89. Qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis 100 ans. On s'était fichu d'eux en les déclarant libres. Oui, libres de crever de faim, ceux dont ils ne se privaient guère. Non, d'une façon ou d'une autre, il fallait en finir. Que ce fût gentiment, par des lois, par une entente de bonne amitié, ou que ce fût en sauvage, en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres. Ouais. Il faudra que ça pète.